Oh, non, c'était. Bonjour à tous. Merci d'être présents voilà, ce soir, alors qu'il y a tellement d'activités en ce moment à l'école, pour cette conférence sur Louis Blériot. Pourquoi c'est important aujourd'hui? On pourrait se dire, il y a longtemps, c'est plus la technologie qu'on voit à l'école, évidemment, mais c'est quelqu'un qui a l'esprit de l'ingénieur, de l'aventurier, du pilote, et surtout, c'est quelqu'un qui, avec plus de 100 ans après, nous inspire encore. Parce que c'est quelqu'un qui aurait pu s'arrêter au premier échec, au deuxième, au 10e, au 30e échec. Et en fait, à chaque fois, il s'est dit non, je vais y arriver. Et il a construit 11 blériot avant de pouvoir s'envoler. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais lâché. Et qui, en ça, a éclairé finalement tout le monde des aviateurs. C'était le premier à avoir un brevet de pilote en France. Et il a éclairé tous les autres pilotes, tous les autres aventuriers derrière lui se sont inspirés de Louis Blériot. Et on a le privilège d'avoir quelqu'un qui, de sa famille, sa petite fille. On a eu son arrière-petit-fils qui est Antoine Savac, qui est venu animer une conférence, une table ronde, vous vous en rappelez certainement pendant XR. Et donc voilà, on a sa petite fille qui va nous raconter l'histoire de Louis Blériot comme vous ne l'avez jamais entendu, c'est-à-dire du point de vue à la fois de l'homme exceptionnel qu'il était, mais surtout d'un point de vue familial, et ça c'est important. Donc, je vous laisse la parole. Je vous remercie infiniment d'être là ce soir. J'en profite pour remercier M. Chérifi, qui est le président de l'association des parents des élèves. Vous savez peut-être que vos parents cotisent. Je vous invite à leur dire de cotiser si ce n'est pas le cas. Et c'est lui qui a organisé cette conférence ce soir. Donc, je voulais vous remercier aussi de nous avoir mis en lien. Un petit mot. En tout cas, je vais vous remercier, Madame Abchat, ainsi que l'équipe de communication qui ont accueilli ce projet donc sur la vie de Louis Blériot. Moi, j'ai un petit message à faire passer à tous les étudiants. Et comme le disait Madame Abchat, il faut s'inspirer de la vie de Louis Blériot, parce que c'est l'homme sans brevet, c'est l'homme qui a pris tous les risques pour y arriver. C'est un entrepreneur, c'est un technicien, c'est un ingénieur, c'est un inventeur. Il aime les défis et il va au bout de ses rêves. Et je souhaite sincèrement que vous puissiez vous en inspirer, parce que ça vous donnera des ailes à votre carrière. Merci Nicole, merci Caroline, qui est la fille de Nicole, et on devrait avoir notamment Clément, qui a la gentillesse de m'introduire auprès de Nicole. Voilà, bonne conférence, et puis bonne conférence. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment, Madame, pour votre accueil. Merci, Karine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il va y avoir, pardon, on a demandé, excusez-moi, on a demandé, je me souviens de ton prénom, voilà, Antonin, de nous faire une petite introduction sur la conférence de Nicole. Donc, tu es sur le projet de X-Aircraft, et comme vous êtes en train de monter un ULM, je me suis dit, pourquoi pas vous donner la parole pour que vous puissiez introduire cette conférence. Donc, merci par avance. Merci. Très bien. Donc, pour introduire cette conférence avec Madame Savac, une petite introduction. Le 25 juillet 1909, à 4h31 du matin, Louis Blériot décollait des baraques à côté de Sangatte pour la première traversée de la Manche à bord d'un aéroplane équipé d'un petit moteur Anzani de 25 chevaux et d'ailes en toile cousu main. 33 minutes d'un vol précurseur, des futures grandes traversées et de l'aviation moderne. L'Angleterre n'a plus une île, citerait le Daily Mail dans son édition du lendemain. Mais avant de réussir cet exploit, Blériot, pionnier têtu et visionnaire, père de 6 enfants, a beaucoup cassé de bois. Une vie passionnante et passionnée, une aventure à nul autre pareille que l'on imagine difficilement aujourd'hui. Avec une conférence projection et de nombreux souvenirs de la famille, sa petite fille, Madame Savac, nous fera revivre les moments, les débuts de l'aviation, quand l'informatique, l'électronique, toute cette fantastique modernité n'existait pas et que l'homme était encore très seul face aux défis qu'il se lançait. Merci.
Bon, ben, je vais renouveler mon remerciement en y rajoutant Antonin, voilà, qui a dit des mots très gentils. Ah, voilà, Clément Blériot, voilà. Arrière petit-fils. Voilà. Bon, ben, merci donc à vous tous pour votre présence. Alors, je suis bien claire, vous êtes tous beaucoup plus calés que moi, et beaucoup plus calés que moi pour tout ce qui est technique, etc. Donc, comme Mme Achla l'a bien précisé, je vais vous faire une conférence entre guillemets familiale. Je vais vous raconter la vie d'un homme, ses problèmes, ses succès, ses échecs, etc. Son caractère qui a fait qu'il n'a jamais lâché et qu'il est allé jusqu'au bout. Il a essayé de faire de chaque échec une réussite, en se disant s'il y a un échec, c'est moi, j'ai fait une bêtise, je me suis trompée quelque part, donc il faut que je recommence, que je continue, jamais il a lâché. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir ensemble depuis sa naissance jusqu'à sa mort, tout ce qu'il a fait, quelle a été sa vie, quelle a été l'importance de ma grand-mère. Alors je n'ai pas connu mon grand-père, hein, il est mort en 1936. Moi, je suis née en 1943, donc j'ai 92 ans, et je n'ai pas eu la chance de le connaître. Par contre, j'ai très bien connu ma grand-mère, son épouse, qui est morte en 1963. J'étais très proche d'elle, j'ai fait des séjours avec elle quand j'étais petite, et elle a continué toute sa vie après la mort de son mari, puisqu'il est mort en 1936, à l'honorer, à être très fière d'avoir été l'épouse de Blériot. Voilà, donc à travers elle, j'ai l'impression un petit peu de l'avoir connue. Voilà, donc voilà, donc voilà, donc vous voyez bien? Oui. Oui, super. Bon, donc je vous ai dit, donc je ne l'ai pas connu, il est né en 1872, il avait 18 ans quand Clément Ader a fait voler a présenté son éole, qu'il a terriblement marqué. Donc je vais, un petit peu décaler, je dis qu'il a eu 4 vies en fait. Il a eu une vie d'ingénieur, puisqu'il a fait l'école centrale. Il a eu une vie d'entrepreneur, puisqu'avant de traverser la Manche, il a monté une boutique de phares, on va en parler. Après ça, il a eu une vie de pionnier, puisque c'est les débuts de l'aviation. Et il a fini sa vie par une vie d'industriel et par Blériot Aéronautique. Donc, il a eu 4 vies successives. Alors donc voilà, ça c'est la photo que l'on a l'habitude de voir si on ouvre le dictionnaire Larousse ou Wikipédia, je sais pas quoi. Donc on voit cette photo, et cette photo a été prise peu de temps avant le départ de la traversée de la Manche. Alors vous verrez, je vais vous projeter le film, on le voit très bien, et on voit dit dans le film, là, on voit ce père de 5 enfants qui va partir sans être sûr d'arriver. Et voilà son avion. Donc je trouve que c'est ça fait ça vous gêne, non? Voilà, c'est une jolie diapositive. Donc, il est né à Cambrai, dans cet hôtel qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été bombardé pendant la guerre. Donc, il est né dans une famille simple, de petits bourgeois, très religieux, très catholique, pas intégriste, mais très catholique, c'est-à-dire qu'il a eu une éducation assez rude, assez sévère. Et j'ai toujours pensé que c'est cette éducation qui a formé son caractère. Alors, il avait un caractère pas facile, mais d'un autre côté, s'il avait eu un caractère facile, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Il aurait abandonné au premier échec, ou au deuxième, ou au troisième, et il était têtu, il était ambitieux avec, dans le bon sens du terme, n'a pas une ambition mal placée, une belle ambition, en disant qu'il était persuadé d'avoir raison, mais sans être têtu ni orgueilleux. Voilà. Donc il est né dans cet hôtel. Donc voilà. Donc c'est une plaque qui est mise sur la porte. Alors cette maison c'est remplacé, ce que je vous ai montré là, donc n'existe plus, est remplacé par une autre maison qui est maintenant un cinéma. Et je ne sais pas très bien l'avenir de cette maison. Pour l'instant, il n'est pas encore, pour moi, encore pas très clair. Hein. Donc, vous avez son extrait de naissance également. Alors là, vous avez une photo de lui, il avait 8 ans. Alors, j'adore faire la conférence dans les écoles, les petits, hein. Là, je suis dans une école, mais une école de grands. Alors, j'adore faire la conférence dans une école de petits, pas petits, il faut qu'ils aient 8, 10 ans, quelque chose comme ça, parce que ça les impressionne beaucoup. Ce qui les impressionne, c'est les roues de bicyclette, parce qu'ils peuvent s'identifier à ce qu'était à l'engin de mon grand-père. Voilà, et donc ils posent des questions formidables et ils sont absolument fascinés parce que bon, on les emmène, on leur met un truc autour du cou, ils montent dans l'avion, ils arrivent ici. Ils n'imaginent pas une seconde que ça a commencé comme ça. Alors, donc c'est une photo de 8 ans, il avait 8 ans, et donc quand les enfants voient comment on était habillés à 8 ans,
ils ouvrent des yeux grands comme ça. Et j'ai mis à côté, bon, c'est pas du tout pour comparer les deux personnages, mais une photo, voilà, à côté, vous voyez, c'est Churchill au même âge. Et je me dis, il va y avoir une mode, des photos de classe, je sais pas quoi, parce qu'il est habillé pareil, il est accoudé à un fauteuil pareil. Enfin voilà, donc ça devait être la manière dont on prenait les photos de classe à l'époque. Alors donc, il va faire ses études à l'Institut Notre-Dame à Cambrai jusqu'à la classe de 3e. Et en 3e, il va rentrer au lycée d'Amiens. Et voilà le tableau d'honneur de sa classe de 3e. Et donc, il a le premier prix d'instruction religieuse. Je vous ai dit donc qu'il avait été élevé dans la religion catholique. Et le second prix d'excellence, parce que bon, c'était déjà quand même un élève brillant. Alors voilà, il faut se replacer dans l'époque. Hein. Tout ce que je vais vous raconter, tout ce que je vais vous montrer, il faut faire l'effort de s'enlever de 2025, de tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Mon grand-père connaissait rien de tout ça. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Donc il faut vraiment se remettre dans l'atmosphère de l'époque. Donc il écrivait, il était très proche de sa mère. Et il écrivait beaucoup, il a écrit énormément, et donc là, c'est l'extrait d'une lettre qu'il a envoyée à sa mère, il avait 14 ans, bon 14 ans c'est quand même encore petit, et donc il dit à l'âge de 14 ans, oui, je vois combien la science est nécessaire à l'homme pour se créer une position quelque peu honorable, et bien cette science, je l'acquerrai par mon travail. Voilà. Et déjà à 14 ans, il signe le Berlioz, il ne signe pas lui. Hein. Donc il va faire ses études bien, il va passer son bac option sciences allemand, et il regrettera quand il va passer sa bouche, il regrettera de ne pas avoir fait sciences anglais parce qu'il aurait pu parler anglais plus facilement. Voilà, donc une fois qu'il a passé son bac, il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, aujourd'hui on appelle ça une prépa. Donc, il est allé à Paris et il est rentré à Sainte-Barbe, et Sainte-Barbe, ça existe toujours. Donc, il a fait une prépa pour rentrer dans une grande école et il a intégré l'école centrale. Donc, il a intégré en 1892, pardon. Voilà, donc il va passer 3 ans à l'école centrale. Alors, vous avez là le trombinoscope de sa promotion avec lui enlevé du tableau général. Donc voilà, c'est déjà, et là il avait 23 ans, déjà il faisait très, très, très sérieux. Donc il en sort 113e sur 207 avec la mention devra mettre plus d'énergie dans son travail. Voilà, donc on va voir qu'il en a mis énormément d'énergie dans son travail et dans sa vie. Donc voilà une photo de lui, donc à l'âge de 23 ans, où je trouve qu'il je dis qu'il fait plus vieux que 23 ans, c'est vrai, il fait déjà très, très, très sérieux, très volontaire, très voilà. Donc il sort de l'école centrale et en dernière année d'études, il faut faire une thèse. Je ne sais pas si c'est toujours la même chose aujourd'hui, mais enfin, donc, il faut faire une thèse. Et il fait une thèse sur le gaz à acétylène. Alors, ne me posez pas trop de questions sur le gaz à acétylène. Ce que je sais, c'est que dans l'acétylène, il y a des atomes de carbone ou d'oxygène qui sont très lumineux, qui éclairent énormément. Voilà. Donc, il a fait sa thèse sur ce gaz qui donne énormément de lumière. Et avec ça, il a donc ouvert une boutique de phares. Alors, ça ne s'appelait pas des phares à ce moment-là, ça s'appelait des fanaux ou des éclaireurs. Et ça s'est appelé phare depuis lui parce qu'en fait, ça éclairait comme des phares. Donc, on a enlevé le nom d'éclaireur ou de fanal et on a appelé phare. Donc, voilà, donc ces petites publicités. Et voilà ce qu'étaient les phares à l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on n'allait pas chez Renault, chez Citroën ou je ne sais pas quoi pour acheter une voiture. On achetait, je ne dirais pas comme chez Ikea, mais presque, une voiture en pièces détachées en fait. C'est-à-dire qu'on achetait le volant chez un tel, on pouvait acheter la carrosserie chez un tel, les phares chez Blériot, et voilà, on achetait, et après ça, on a rangé tout ça. Donc lui a ouvert cette boutique de phares. Donc vous voyez que les phares sont à l'extérieur. Hein, les phares, si vous allez dans un musée de voitures anciennes, vous voyez très bien que donc, les phares sont posés souvent sur l'enjoliveur de la roue avant. Et voilà la boutique. Donc il ouvre cette boutique rue du Ray. La rue du Ray, c'est une petite rue au 16 rue du Ray, qui va de l'avenue Foch à l'avenue de la Grande Armée. Voilà, si vous passez, on voit plus la boutique, mais donc voilà, il a ouvert cette boutique-là. Et donc voilà la vitrine de la boutique avec l'établissement Blériot. Et devant, il y a une petite voiture, qui est une voiture hollandaise, qui est une voiture, il y a eu un rallye. Donc là, on est en 1903, en 1904. Une voiture, oui, absolument. Donc il y a eu un rallye
qui a été organisé par, pareil, le champagne Ruinart, on va retrouver Ruinart pour la traversée de la Manche, et donc un rallye qui va aller de Pékin à Paris. Et cette petite voiture a mis 60, à cette époque, a mis 64 jours pour relier Pékin à Paris avec des phares Blériot, bien sûr. Voilà. C'est pour ça que la voiture est devant la porte. Voilà l'intérieur du magasin. Donc on allait choisir son phare comme on va choisir autre chose. Ben, voilà. Donc et voilà quelques publicités. Donc celui que c'était déjà un homme visionnaire, déjà la communication, il avait déjà commencé à pratiquer. Donc les éclaireurs, voilà, les panneaux pour automobiles Blériot, voilà, et voilà la petite voiture qui vous livrait votre phare à la maison. Alors, les pubs, bon, les phares Blériot, la ville lumière, etc. Alors, indépendamment des phares, il fabriquait aussi des klaxons et des manivelles. Donc, et tout ça, il faisait tout ça parce que dans sa tête, déjà, petit jeune homme, il avait le virus, on dirait aujourd'hui le virus de l'aviation, mais il disait toujours, faut pas que j'en parle, parce qu'on aurait pris pour un fou. Hein, les faucheurs de Marguerite, les fous volants dans leur drôle de machine, à cette époque-là, il fallait être un petit peu fou entre guillemets, hein, voilà. Donc, pendant qu'il vendait ses phares et qu'il gagnait bien sa vie, le soir, quand il rentrait à la maison, il faisait ses dessins d'avion, etc. Il était déjà très persuadé qu'un jour ou l'autre, le plus lourd que l'air volerait. Alors, donc, sous les voûtes du Grand Palais, hein, bien comme aujourd'hui, en 1900, alors, voilà, en 1905, va avoir lieu le premier salon, parce que c'est l'équivalent du salon de l'auto, de la locomotion automobile. Donc, c'est le premier salon, la voiture, les deux longs boutons, toutes ces voitures, les poires, le Vassor, etc. C'est le début de la locomotion automobile. Donc, premier salon de la locomotion automobile. On va le retrouver souvent le Grand Palais. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il expose ses phares. Voilà, donc il a un stand avec ses phares. Donc voilà, vous avez le stand de phare ici au Grand Palais. Donc là, on est en 1905. Alors, je vous ai parlé de ma grand-mère parce que je pense qu'elle a une énorme importance dans tout ce qu'il a fait. Donc, il l'a rencontré. Alors, en 1900, c'était aussi. Alors, ma grand-mère était d'une famille de militaires très, voilà, comme ça. Et donc, ses parents. Alice Béder, elle est originaire de Bagnères du Bigorre, et ses parents l'ont emmenée, elle avait 17 ans, ses parents l'ont emmenée à Paris pour voir l'exposition universelle. On est en 1900. Donc, ils viennent de Bagnères du Bigorre et ils chaperonnent leur fille, qui ne laissent pas sortir toute seule ni rien, et ils vont déjeuner dans un restaurant qui s'appelait le Bœuf à la Motte, qui était rue Montpensier, et ils vont déjeuner là, par hasard, et mon grand-père avait un peu ses habitudes là, dans ce restaurant. Bon, donc, un beau jour, il rentre dans ce restaurant et il voit attabler une petite jeune fille qui avait 17 ans avec papa et maman, tout ça très très sérieux. Et il a eu, c'est ma grand-mère qui l'a raconté, hein, parce que vraiment je l'ai bien connu, il a eu un coup de foudre. Et en rentrant dans le restaurant, il s'est dit, ben voilà, c'est la femme de ma vie, c'est elle que je vais épouser. Enfin voilà comment s'est passée cette rencontre. Alors, ils avaient 11 ans d'écart. Ma grand-mère est aussi joyeuse, prime sautière, etc., que lui était assez, enfin, je dirais, je dis pas ça méchamment, péjorativement, enfin, il n'était pas du tout, ils n'avaient pas du tout le même caractère, et je pense que justement, ils se sont magnifiquement bien parce que bon, mon grand-père, en dehors de l'aviation, n'était pas du tout un sportif. La seule chose, et ça, j'en ai jamais fait du cheval, si certains parmi vous ont fait du cheval, la seule chose qu'il faisait, il montait à cheval. Et il disait, paraît-il, ce que je peux comprendre, que, allez voir ce qu'était l'avion, mais ce n'est pas dans les simulateurs que j'ai vus tout à l'heure, pour conduire un avion, comme ça, c'était très sensuel, enfin, on sentait les mouvements de l'avion dans le volant, dans ses boîtes, voilà, et que c'était un petit peu comme tenir à cheval, voilà, d'avoir ça pouvait se rapprocher. Donc, il joue au bridge, ce qui est aussi quelque chose de bon, il faut réussir le contrat qu'on a, voilà. Donc, il jouait au bridge et il montait à cheval. Sinon, il n'était absolument pas sportif, il ne lisait pas, il lisait que des revues techniques, enfin, voilà. Et il ne savait pas nager, on verra tout à l'heure pour la traversée de la Manche, comme on a fait tout hasard, puisqu'il ne savait pas nager, voilà. Donc, c'est un couple, donc là, on est en 1900, ils se marient à Bagnères du Bigorre en 1901, et ils vont avoir 6 enfants.
Donc, au moment de la traversée de la Manche en 1909, où il était dans une situation très, très, très délicate sur le plan financier, etc., il y avait 5 enfants. Ma mère est née en 1903. Entre 1903 et 1908, il y a eu 5 enfants. Et le dernier, le père de Clément, le grand-père de Clément, qui est ici, est né en 1918. Donc, il n'était pas né au moment de la traversée de la Manche. Donc, ils vont avoir 6 enfants. Ça va être un couple formidable. Et je vous dis, ma grand-mère continuera, après la mort de son mari, de parler de lui, de l'honorer, etc. Voilà. Donc, quelques photos de famille. Donc, là, vous avez mon grand-père avec il y avait 3 filles et 3 garçons. Alors là, vous avez mon grand-père avec ses 3 filles. Alors, ma mère, c'est celle... Ah, non. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Donc, ma mère, voilà, est là. Et ça, c'est juste pour le fun, parce que les 3 filles sont mortes tous les 3 à 95 ans passés. Donc, voilà, les 3 filles, les 3 mêmes, vous les avez là. Bon, et ma mère est là avec la robe rouge. Donc, les 3 filles, les revoilà, ici, dans les années 70, à Cannes. Voilà. Alors, voilà encore quelques autres photos de famille. Voilà, c'était un père très, très aimant. Alors, c'était... Bon, ma mère me disait toujours, bon, il n'allait pas le soir dans leur lit leur raconter des histoires, etc. Il n'était pas comme ça parce qu'il n'avait pas le temps. Le soir, il s'enfermait dans sa chambre pour essayer de comprendre pourquoi son avion était tombé. Voilà. Voilà. Mais à côté de ça, c'est un père très aimant, un père quand même très solide, toujours là. Et tous les enfants, à cette époque-là, bon, donc, étaient très proches de leur père. Voilà encore une autre photo. Donc voilà, les 5 enfants avec le petit chien, là. Et donc, en 1905, 1906, pendant ce temps-là, je vous passe tous les essais, les dessins d'avions, etc., tous les avions qui tombent et tout, et lui qui jamais ne lâche, jamais ne l'abandonne, jamais il dit c'est de ma faute, c'est directement de la faute si je suis tombée, mais je dois pouvoir trouver pourquoi, et la prochaine fois je ne tomberai pas, enfin, etc. Voilà. Donc, en 1906, il va s'associer avec Gabriel Voisin. Alors, Voisin, c'était 2 frères. Il y avait Gabriel et Charles. Gabriel, c'était les avions et Charles, c'était les voitures. Il y avait des voitures qui s'appelaient les Voisins. Donc, ils vont s'associer tous les deux. L'association va pas très bien fonctionner. Et Voisin dira que son association avec Blériot n'a été qu'une gigantesque engueulade. C'est l'expression de Voisin. Donc, ça s'est pas très bien passé. Enfin, donc, ils ont quand même partagé les lieux pendant 2 ans. Alors, voilà quelques exemples d'aéroplanes qu'ils dessinaient à l'époque ou qu'ils construisaient à l'époque. Alors, en fait, c'est des bouts de bois. Hein, c'est des bouts de bois et c'est une espèce de papier. Alors, maintenant, on en voit moins, mais je ne sais pas s'il y a eu une époque, il y avait cette espèce de lustre en papier japonais, des boules, un espèce de papier un peu très, très fragile, en fait. Donc, on enroulait ça autour des morceaux de bois et voilà. Et donc, voilà comment c'était. Voilà aussi après. Voilà, donc un autre avion, alors que l'on faisait, aéroplane, que l'on faisait voler sur le lac d'Anguin. Là, on est en 1906. Et voilà ce qui arrivait 9 fois sur 10, c'est-à-dire que tout ça tombait. Bon, ça tombait pas très haut, mais tout ça tombait. Évidemment, ça se cassait en 1000 morceaux, comme c'était excessivement fragile. Donc, on ramassait les morceaux, on rapportait tous les morceaux, puis après ça, on essayait, on reprenait son dessin, il disait, bon, qu'est-ce que j'ai fait qui va pas, voilà. Donc, le problème le principal problème entre les deux, c'était, et finalement c'est mon grand-père qui avait raison, c'était la conception de l'avion d'un monoplan ou d'un biplan. Donc, Voisin comme Farman était partisan du biplan et mon grand-père a toujours été partisan du monoplan, en disant finalement les oiseaux, ils n'avaient qu'une aile de chaque côté, ils n'avaient pas besoin de 2 ailes et qui volaient très bien, donc les oiseaux n'ont que 2 ailes et pas 4. Et donc, lui, il a toujours pensé que le monoplan était vraiment l'avenir. Alors là, bon, ici, je parle des spécialistes, mais donc voilà, je vous ai mis la différence entre le monoplan et le biplan. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, les moteurs étaient très lourds, pas rapides et pas puissants. Alors, 2 ailes, augmenter la portance, voilà, il paraît que ça donnait environ 20% de portance de plus d'avoir 2 ailes superposées. Donc voilà, alors ici vous avez un exemple, voilà, c'est mon grand-père donc qui tombe, voilà, et plus je tombe, plus je sens que j'approche du but, parce que bon, je tombe, donc je vais continuer mes recherches, je vais reprendre tout à zéro. Alors on le surnommait le casseur de bois, l'homme qui tombe toujours, et voilà, donc le voilà.
c'est lui qui ramasse les morceaux d'un avion lors du chute. Et donc, voilà ce qu'il, là, on est en 1908. Et donc, voilà ce qu'il disait. Il faut continuer, parce que je ne peux pas faire autrement. Il faut continuer, parce que comme le joueur, il faut que je me rattrape. Il faut continuer parce que c'est sûr, parce que mes calculs sont justes, que la solution est exacte et que je dois voler. Voilà. Donc, il est là sur les morceaux cassés de son avion, mais il dit que bon, il faut qu'il étudie pourquoi c'est comme ça et qu'il continue. Donc, son premier succès, entre guillemets, sera le premier vol qui sera fait dans l'histoire de l'aviation d'une ville à une autre, c'est-à-dire qu'il va relier Toury à Artenay. Là, il vole sur la plaine de Beauce parce que c'est très plat et que comme il volait très bas, bon, c'était quand même déjà beaucoup moins dangereux. Donc, il a relié en 1900. Donc, c'est bien fait en 1908, le 31 octobre 1908. Donc, il va faire le premier vol de ville à ville, qui va être donc le vol de Toury à Artenay. Il va faire 28 km en 2 heures. Alors, là, on est, si vous voulez, en 1908, on commence à approcher de la grande aventure, entre guillemets, de sa vie, qui sera la traversée de la Manche, hein, on va beaucoup parler. Alors, avant la traversée de la Manche, c'est juste pour notre culture personnelle, juste 3 mots sur le tunnel sous la Manche, hein, comme on allait de France en Angleterre. Donc, le tunnel sous la Manche, en fait, bon, il a été inauguré en 1994, mais c'est quelque chose qui remonte fort loin et le premier projet, le premier dessin de tunnel sous la Manche date de 1802. Voilà. Donc, c'est 1802, c'est Bonaparte, un premier consul, il n'est pas encore empereur, hein, donc voilà. Donc, un monsieur qui s'appelait Ambert Mathieu, qui a eu, bon, ça c'est évidemment jamais fait, il n'est jamais même commencé, mais un dessin comme ça, une espèce d'utopie qu'il a faite en 1802 avec le tunnel pour faire passer les diligences et quelques cheminées pour apporter de l'air. Donc, savoir que le tunnel sous la Manche, c'est pas nouveau. Alors, un deuxième projet qui, lui, a été commencé et que la guerre de 70 a interrompu. Napoléon III et la reine Victoria avaient donné leur accord. Les travaux ont commencé. C'était à peu près où l'entrée, puisque la sortie, on ne l'avait pas encore construite, on a construit l'entrée, à peu près là où elle se trouve aujourd'hui. Hein. Donc, le projet est accepté, etc. Et puis la guerre de 70 arrive, donc on arrête les projets. Et ça, c'est formidable. Alors, bon, c'est 1880, c'est les Eiffel, c'est le fer, c'est le viaduc de Garavit, etc. Hein. Et donc, c'est la grande époque du fer. Et donc, un industriel qui s'appelait Schneider, qui c'est une famille qui existe encore aujourd'hui, au Creusot, près de Saint-Étienne, qui a l'idée de faire un pont. Voilà, un pont qui va relier la France à l'Angleterre, donc avec 121 piles et à 56 mètres de hauteur pour que les bateaux puissent passer. Alors, la chose assez extraordinaire de ce pont, c'est que la première travée côté France et la première travée côté anglais pivotaient de 90 degrés. C'est-à-dire c'est comme c'est le système du pont-levis, si vous voulez. C'est-à-dire que si les méchants anglais voulaient envahir la France et inversement, et ben top, on faisait tourner la travée et on coupait la route. Voilà, donc c'est les projets de traverser la Manche. Alors la traversée de la Manche de mon grand-père donc sera sur le 11e, il en a cassé 10. Hein, et à chaque fois et c'est le 11e qui a traversé la Manche. Donc il est numéroté, hein, il les appelait très peu. Donc il y a eu le Canard, la Libellule, mais en général, il ne donnait pas vraiment de nom à ses avions. Et donc c'est le numéro 11 qui va traverser la Manche. Alors, la Manche avait quand même déjà été traversée, mais dans l'autre sens, d'Angleterre vers la France, en ballon. Hein, donc en 1785, un Français et un Anglais, Blanchard et Jeffries, vont traverser la Manche en ballon, partant de Douvres pour arriver dans une forêt, dans une clairière du Pas-de-Calais, et ils vont mettre 2h25 pour traverser la Manche en ballon. Voilà. Donc la Manche avait déjà été indirectement quand même traversée. Alors l'histoire de la traversée de la Manche, en fait, elle commence par un challenge, une espèce un coup de pub, enfin, il y a un peu de ça. Parce que donc, il y a un monsieur qui s'appelait Lord Northcliffe, qui était propriétaire d'un journal anglais qui s'appelait le Daily Mail. Bon, et ce monsieur, j'aime pas vous faire de la publicité, alors c'était un peu d'aviation, hein, quand même, voilà, il était passionné voilà, et il décide
de faire une espèce de challenge, d'un concours, enfin voilà, pour offrir un prix, d'abord au nom du Daily Mail, voilà, au premier homme qui va traverser la Manche par la voie des airs, entre le lever et le coucher du soleil, sans assistance extérieure et sans toucher l'eau. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que, même si ça tombait un petit peu et qu'il reparte, c'était pas bon. Voilà. Donc, donc c'est le Daily Mail qui est l'instigateur, l'inventeur de cette chose-là. Un journal français qui s'appelle Le Matin va s'associer à cette aventure. Et une marque de champagne qui existe encore aujourd'hui, monsieur Ruinart, donc qui a créé la marque de champagne Ruinart, et monsieur Ruinart était passionné de modernité, etc. Et monsieur Ruinart s'est aussi associé. Donc le Daily Mail, Le Matin et les champagnes Ruinart, donc s'associent à ce prix. Alors c'est vrai que c'est une belle occasion de créer un événement, de faire parler du Daily Mail évidemment, mais aussi de mettre quand même cette aviation débutante à l'honneur. Alors, aviation, le mot, il a fallu créer ce mot, il n'existait pas. Hein, l'aviation, ça, voilà. Et le mot a été créé de toutes pièces par un monsieur qui s'appelle Delandel. Alors, aviation, c'est la contraction de avis, l'oiseau en latin, et action en latin. Donc, Avis Actio a fait fabriquer le mot aviation, parce qu'il a bien fallu un jour, un beau matin, créer ce mot. Voilà, donc c'est Avis et Actio, c'est comme ça que le mot avant, on appelait ça un aéroplane, et puis avant, on ne l'appelait pas du tout. Donc, voilà, donc ces trois-là s'associent pour créer ce prix, et donc plusieurs concurrents s'inscrivent, etc. Et on finit par en garder trois qui paraissaient des concurrents sérieux. Alors, le comte de Lambert, le comte Charles de Lambert, qui ne partira même pas et qui se vengera, entre guillemets, et survolera la tour Eiffel. Je vais vous montrer la photo. Hubert Latam, alors qui, lui, on va en parler, lui est parti, heureusement, heureusement, mon grand-père n'a pas réussi, et donc Lugario. Voilà, donc ce sont les trois concurrents qui sont gardés pour le prix. Alors voilà, c'est une carte postale, c'est le comte de Lambert qui, en octobre 1909, donc 3 mois après la traversée de la Manche, va faire aussi un coup de pub et va survoler la tour Eiffel. Alors donc, nous voilà en juillet 1909, donc exit le comte de Lambert et reste Hubert Latam et Louis Blériot. Alors, le premier qui va s'envoler, c'est Hubert Latam. Alors, mon grand-père, à ce moment-là, avait les jambes brûlées parce que les moteurs étaient à l'avant et les jambes étaient comme ça, et il avait eu un accident un mois à bord, donc l'huile s'était enflammée et il avait les jambes brûlées, et vous verrez le film du monde avec des béquilles dans son avion pour le 25 juillet au matin. Voilà, donc il est à Paris et il apprend que Latam est parti. Donc nous sommes le 19 juillet 1909. Donc Latam décolle et un quart d'heure après, le voilà, donc qui tombe, et évidemment, donc il s'assied sur la bande de son avion parce qu'il allume une cigarette et qu'il attend que le harpon, qui était le contre-torpilleur, qui le suivait par en dessous sur la mer, voilà, au cas où, pour surveiller, donc vienne le rechercher. Donc, existe la performance de Latam. Alors voilà, Latam, donc ce fameux harpon va le ramasser et va ramener, vous voyez, il est toujours assis là-haut sur son avion, il n'a pas bougé, et le harpon le ramène au port de Calais. Alors, mon grand-père, pendant ce temps-là, donc à Paris, apprend que Latam n'a pas réussi, et effectivement, il se dit, bon, faut que j'y aille, enfin voilà. Donc, le voilà qui part avec ma grand-mère, avec l'avion en remorque, et qui va s'installer à l'hôtel Terminus à Calais, et nous sommes tous allés en 2009, quand il y a eu les fêtes pour le centenaire de la traversée, nous avons tous dormi dans cet hôtel qui existe toujours. Donc, il s'installe avec ma grand-mère, et deux de ses fidèles mécaniciens, etc., qu'il n'avait plus les moyens de payer, mais qui continuaient de le suivre. Et le voilà, donc, qui part
et qui va s'installer, donc il va mettre son avion dans une ferme. Et voilà ce qu'il a, le 20 juillet, donc c'est le lendemain du jour où la femme a échoué, donc voilà ce qu'il dit: j'ai construit le numéro 11 avec toute la ferveur que mettent les naufragés à lier ensemble les planches de leur radeau. C'est tout pour moi que cet appareil, et c'est tout que je vais lui demander. Il y a un grand coup à frapper. Il faut tenter ce que personne n'a réussi, traverser la Manche. C'est périlleux sans doute, mais baste, c'est une expression du Nord, mais baste, c'est encore la manière la plus joliment française de se jeter à l'eau. C'est joli. Donc voilà, il arrive là-bas, il s'installe et il met son avion dans une ferme, aux baraques. Alors les baraques, c'est non, c'est Verioplage, on l'a appelé ça Verioplage. C'est près de Sangatte, on passait dans cet endroit-là, il trouve une ferme, voilà, la famille Grignon qui veut bien accueillir l'avion, et voilà où il met son avion. Alors, c'est vraiment une petite chose. Et puis alors là-bas, quand le vent souffle, il souffle. Donc, on met une bâche sur l'avion, on met l'avion contre une botte de foin et on le calme bien pour pas qu'il s'envole. Et donc là, on le voit, mon grand-père est là. Il est là. Et voilà là. Voilà, donc et tous les jours, il vient, il va voir son avion, tout va bien, voilà, il fait tourner le moteur, tout va bien, tout marche bien, mais il y a tellement de vent, et quand le vent souffle là-bas sur cette côte, voilà, il souffle fort, et il n'était absolument pas question de prendre, c'était trop dangereux, cette petite chose tellement fragile, de s'envoler au-dessus de la mer en plus. Donc, tous les jours, il va, et voilà, donc là, c'est un télégramme qu'il a envoyé, des nouvelles de Sangatte le 24 juillet la veille 1909 à 16h30, temps déplorable, partirai quand beau temps sera revenu, ne sait quand. Voilà, c'est un télégramme qu'il a envoyé à un de ses amis la veille. Alors voilà, donc qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'il part le 25 juillet? Alors donc là-bas, quand le vent souffle, non seulement il forme, ça fait du bruit. Et donc dans la nuit, du 25, ma grand-mère m'a raconté, hein, donc je pense que voilà. Dans la nuit du 24 au 25 juillet 1909, tout d'un coup, le mécanicien qui dormait dans la chambre à côté a été réveillé par le silence. Il se réveille à 2h du matin, calme plat, il ouvre sa fenêtre, pas un souffle de vent. Il se dit, il faut que j'y aille, voilà, il faut que c'est le jour, alors il va tambouriner à la porte, il paraît, pour les réveiller, il dormait, et en fait, pareil, mon grand-père n'avait pas vraiment envie de se lever, il dormait, il avait mal aux jambes, enfin non, il n'avait pas, et c'est ma grand-mère qui l'a secoué en lui disant, non, il faut y aller, etc., etc., bon, voilà. Donc, ma grand-mère l'a secoué. Et donc, effectivement, ils sont partis pour le champ d'aviation. Ils ont sorti l'avion, ils l'ont mis sur à Sangatte, en fait, voilà. Et donc, voilà, donc ils montent, le voilà ici qui monte dans l'avion. Voilà cette fameuse photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, cette photo qui a été prise juste quelques minutes avant le décollage. Alors, maintenant, je vais vous passer, j'espère que ça va marcher. Le film de l'original. Il faut qu'ils volent le premier scanner à nous. Rien ne saurait traduire avec plus de force le drame qui s'est joué pour ce père de 5 enfants à l'aube du 25 juillet 1909 que ces images, plus émouvantes peut-être en raison même de leur imperfection. Mais souvenez-vous que l'engin sur lequel Blériot affronte la Manche est équipé d'un moteur de 25 chevaux, n'a que 14 mètres de surface portante et pèse 300 kg, pilote et carburant compris. Alors voilà, donc ça c'est l'original du départ de la traversée de la Manche, donc qui est intégré dans un film plus important qui a été fait en 59 qui s'appelait Paris-Londres. Voilà. Alors là, je m'arrête là, mais j'ai arrêté là, mais pour vous montrer, donc voilà ma grand-mère, donc là on est en 59.
Voilà, et au-dessus, regardez, donc elle est à Monte-Carlo, où elle habitait sur son canapé, elle est interviewée pour ce fameux film. Et vous regardez au-dessus de sa tête, vous voyez le morceau d'hélice qu'on va retrouver tout à l'heure. Vous voyez le morceau d'hélice qui est sur le mur. En fait, c'est l'hélice que mon grand-père a cassé en atterrissant. Il a atterri pas très très bien, il a fait comme ça, et donc il a cassé l'hélice. Donc voilà le morceau d'hélice que... Donc voilà ce joli film du départ de la traversée de la Manche. Voilà, alors, voilà. Donc voilà quelques photos qui ont été prises au moment du départ. Et vous avez vu le bateau à un moment sur lequel était ma grand-mère et qui s'appelait l'Escopette. Alors il y avait le harpon pour la table et l'Escopette pour mon grand-père. Donc ce que je vous l'ai dit, il ne savait pas nager. Donc on avait mis une chambre à air dans l'avion pour qu'il puisse flotter jusqu'à ce que cette fameuse Escopette puisse venir le repêcher. Alors voilà, donc pas de téléphone, rien du tout. Hein. Alors, ma grand-mère avec ses jumelles, que vous voyez là, donc elle est là avec ce fameux manteau à carreaux qu'on va voir beaucoup. Donc elle est là, voilà, donc elle le suit, tout va bien, tout se passe bien. Même presque à un moment, il a dit que c'était presque trop bien, enfin on ne peut pas dire ça, mais que ça devenait presque, le moteur ronronnait tellement bien dans le calme, tout allait bien, et que c'était presque, c'est comme si on s'endort sur l'autoroute, en fait c'est une mauvaise comparaison, mais il disait, il ne faut pas que je me laisse comme ça influencer par ce calme plat, etc., il faut que je reste vigilant, parce que ça marche presque trop bien. Donc voilà, donc quelques photos, donc les marins qui suivent, et à un moment, donc voilà, donc vous avez ici, il est parti de là pour arriver là, et quand il est, donc tout va bien, et là il y a eu une grosse rafale, et donc là tout d'un coup il a dévié de sa ligne droite. Alors un peu paniqué, il ne voyait plus l'Escopette, puisque l'Escopette elle continuait tout droit, ma grand-mère ne voyait plus non plus son mari, c'était voilà. Et donc, il a regardé en bas parce qu'en fait, il était pas très haut, et il a vu plein de bateaux de la marine anglaise. Et c'est là qu'il disait, par ici, je ne parle pas anglais, sinon je serais descendu un peu, je leur aurais demandé mon chemin. Et donc, il s'est dit, bon, ces bateaux, ils doivent aller vers un port ou quelque chose comme ça, je vais les suivre. Bon, donc c'était une très bonne idée. Donc, il les a suivis et donc, il a atterri plus ou moins bien sur les falaises de Douvres. Alors, voilà donc la photo de l'atterrissage. Et vous comprenez bien comment et pourquoi il a cassé une hélice. Alors, ce monsieur que vous voyez avec un drapeau s'appelait Charles Fontaine. Et ce monsieur Charles Fontaine était un journaliste qui avait été envoyé par le matin. Vous savez, comme encore aujourd'hui, vous avez des journalistes qui suivent l'Élysée, qui suivent, etc. Donc, lui, il avait été désigné pour suivre l'aventure Berriot. Donc, et il avait dit, écoutez, j'irai repérer un endroit, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous, les falaises de Douvres, c'est pas une morne plaine, elles sont assez hautes, donc il faut déjà que l'avion soit suffisamment haut au moment où il arrive pour pouvoir se poser. Et donc ce Charles Fontaine lui avait dit, ben voilà, j'irai repérer un endroit, c'est parce que c'est de l'herbe, enfin il va s'y poser, voilà. Donc j'irai repérer un endroit, je prendrai un grand drapeau français, puis j'agiterai le drapeau pour vous montrer où vous pouvez vous poser. Alors effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc le voilà qui arrive, donc à 5h13 du matin. Et voilà ce qu'il a dit. Au risque de tout casser, je coupe l'allumage à 20 mètres de hauteur. Et maintenant, au petit bonheur. Le châssis se reçoit mal, l'hélice est endommagée, mais ma foi, tant pis, j'ai traversé la Manche. Voilà, parce que en plus, bon, c'était pas un expansif, enfin voilà, c'était plutôt, il était, on dirait un taiseux, comme on dit dans le Nord, enfin voilà, donc c'était pas, il n'explosait pas de joie. Donc j'ai traversé la Manche parce qu'en fait, depuis 10 ans, je savais qu'un jour j'y arriverais, donc j'y suis arrivée et tout ça est entre guillemets normal, voilà, pour lui. Voilà, donc évidemment, le voilà posé sur la Médo, ça s'appelle quelque chose Médo, donc c'est en pente, vous voyez, tout ça, c'est pas, si certains d'entre vous connaissent, au fond, vous avez le château de Douvres, au fond, voilà, donc évidemment, il y a plein de gens qui arrivent, ça se s'est dit, bon, Berriot a atterri, voilà quelques photos qui ont été prises au moment de l'atterrissage. Et voilà, on a fait un monument, enfin, un monument, je ne sais pas comment appeler ça, parce qu'en fait, je trouve ça très bien, c'est beaucoup moins prétentieux que... En fait, l'avion est resté 3 jours là, posé là, et quand on l'a enlevé, c'est sur l'herbe. Alors l'herbe n'avait pas, évidemment, tout le monde avait tourné autour de l'avion, on prenait des petits morceaux, etc. Donc l'herbe était abîmée, tout le monde avait marché, donc quand on a enlevé l'avion, il y avait la forme
de l'avion sur l'herbe, exactement la forme au centimètre près où l'avion s'était posé. Donc le monument, enfin, le souvenir en fait est encore comme ça aujourd'hui. Voilà, donc on a mis par terre à l'endroit exact, précis où l'avion s'est posé. Alors, il arrive, et qu'est-ce qui se passe? Arrive un douanier. Parce que c'est la première fois que quelqu'un arrive, donc un monsieur arrive et dit « Je sous-signais avoir examiné Louis Blériot, capitaine d'un navire, parce qu'on n'avait jamais imaginé qu'autre chose qu'un navire puisse arriver en Angleterre. Donc, capitaine d'un navire nommé Monoplan, et qu'il semble que d'après les réponses verbales qu'il m'a faites, il n'y a pas eu de maladie infectieuse à bord dans le voyage, et que celui-ci peut continuer. » Voilà, donc ça c'est le certificat du douanier qui lui donne donc le carte blanche pour descendre de son avion. Alors, lui est arrivé, il sait qu'il est arrivé, tous les gens savent qu'il est arrivé, mais ma grand-mère, elle ne le sait pas. Elle est toujours sur son bateau, avec ses nouvelles, entre elle, pas de téléphone, porte à rien. Bon, et en fait, ça va, je ne dis pas le monde à l'envers, mais c'est lui qui va aller sur les quais du port de Douvres pour attendre les scopettes, qui finalement, en désespoir de cause, est arrivé, il n'y avait pas de nouvelles, il ne savait pas du tout que mon grand-père était arrivé. Donc le bateau arrive dans le port de Douvres et c'est lui donc, qui trouve une petite voiture et qui descend à Douvres sur le port pour accueillir sa femme. Donc voilà. Et le voilà, et il lui fait un consigne en lui disant ben voilà, je suis là, je suis arrivé. Et voilà les retrouvailles magnifiques. Donc, de ma grand-mère, évidemment, avec un gentil baiser, donc, qui retrouve son mari et qui sait que, voilà, que tout s'est bien passé et que, heureusement, parce que, bon, je vous dis, il était dans une situation financière un peu difficile, il avait 5 enfants restés à Paris, enfin, je ne sais pas ce qui serait, je sais pas, bon, ce qui serait passé si, toutefois, il n'aurait pu pas réussir, je dis pas financièrement, mais il aurait pu échouer dans sa tentative, et voilà. Alors, voilà quelques photos, donc, du coup, ma grand-mère remonte dans la voiture et les voilà remontés tous les deux à l'endroit où l'avion est arrivé. Donc voilà, quelques photos. Voilà, alors ma grand-mère avec son manteau à carreaux, très séduisant. Je trouve qu'elle est magnifique. Voilà, et mon grand-père qui s'est changé entre-temps. Et voilà le télégramme. Donc, il envoie à son ami auquel il avait déjà envoyé Eva, et il dit traversez tête. Voilà. C'est pas la peine d'en dire plus. Traversée faite, Julien, un grand bavard, voilà. Donc, évidemment, bon, les Anglais, quand même, très fair-play. Ils auraient préféré que ce soit un Anglais, c'était un Français, bon, quand même, lui dit très fair-play. Alors, évidemment, le matin, qui était partie prenante dans l'aventure, le Français, Blériot, vient de traverser la Manche. Alors, le Daily Mail, donc, c'est le lendemain le 26 juillet, va titrer l'Angleterre n'est plus unie. Voilà, donc quelques journaux de l'époque. Et donc, les voilà arrivés, évidemment, reçus avec les honneurs qui leur sont dus, d'abord à Douvres, donc tout élégant, tout beau, voilà, ma grand-mère avec une belle robe, un beau chapeau, réception par le maire de Douvres, et puis de là, de Douvres, et donc ils partent pour Calais. Oui, sinon, alors ça, vraiment, c'était tout ce que mon grand-père détestait, mais il fallait bien qu'il y passe, si j'ose dire. Donc, et voilà, donc ils arrivent à Londres, et donc, toujours tout beau, donc, ils sont reçus avec des plein d'honneur à la Chambre des communes. Et voilà, donc, les 3 coupes, parce qu'il y avait un prix, il y avait des sous, voilà, c'était très important, mais il y avait aussi des coupes. Donc, voilà les 3 coupes qui ont été remises à mon grand-père, les coupes qui ont été offertes en Angleterre. Et donc, ils sont revenus en France. Donc, on a rapatrié l'avion sur un bateau, et eux sont pris également le bateau. Après ça, à Calais, ils ont pris le train. Et voilà, donc, qui arrivent à Paris, gare du Nord, et ils sont accueillis. C'est un triomphe, enfin, je veux dire, il faut encore une fois se remettre dans le contexte de l'époque. Alors, ça fait penser un petit peu toute proportion gardée quand Armstrong, Aldrin sont arrivés sur la Lune et qu'ils sont après ça, il y a eu une parade sur la 5e avenue ou Park Avenue, je ne sais plus laquelle, et ils ont descendu là et on a acheté des Américains, jeté des confettis, en fait, etc. Ils ont fait aussi, voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc, voilà, donc, honneur à Blériot, et là, vous avez donc les enfants. Voilà, donc la petite voiture avec ma maman, là, la voiture avec les 5 enfants, puisque le 6e n'était pas encore né, donc voilà, les 5 petits
qui étaient tout heureux de retrouver leur père. Et là, après ça, donc il faut sacrifier aux honneurs, etc., aux discours. Et donc voilà, un grand dîner à Paris, au Quai d'Orsay. Donc voilà, il est là, il fait son discours. Non, c'est par là, voilà. Voilà, alors donc ça, c'est à l'Aéroclub de France, on va lui remettre encore une coupe. Les autres, c'était en Angleterre. Maintenant, c'est en France. Alors vous voyez, donc il y a les coupes. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit portefeuille sur la table. Voilà. Alors là, le portefeuille avec je crois que c'est 25 000 francs. Pour l'époque, c'était beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour l'époque. Alors l'avion, donc le matin, qui est le journal, il y avait les boulevards Poissonnière, il y avait les locaux du matin. Donc l'avion va être accroché. Alors il est là. Vous voyez, il est suspendu. Vous voyez le balcon? Voilà. Et on a suspendu l'avion. Voilà, là, on le voit bien pour que les Parisiens puissent venir voir l'avion. Donc, le vrai, l'authentique, celui qui a traversé la Manche, voilà, donc on l'a exposé là. Et dès le mois d'août, on va commencer à faire un petit peu des meetings, enfin, voilà. Donc, après ça, donc, mon grand-père, pour vendre ses avions, après ça, on va passer à une autre de ses vies. Donc, le voilà au meeting de Reims. Donc, il est là, voilà. Alors là, vous avez Armand Fallière, qui était le président de la République de l'époque. Là, vous avez Aristide Briand, qui était président du Conseil. C'était à ce moment-là comme ça qu'on appelait les premiers ministres, donc il était président du Conseil. Ici, celui qui sera président de la République, Alexandre Miron, qui va succéder à Armand Fallière, et mon grand-père, là, voilà. Et là, vous avez donc ma grand-mère, et vous avez donc mon grand-père qui présente ma grand-mère au président de la République. Alors voilà, c'est bien, donc ces fameux meetings, donc on va faire voler des avions sur les pelouses, c'est un petit peu comme les courses de chevaux, en fait, il y a des tribunes, les femmes se sont très belles, et elles se font belles, et ils vont donc assister à ces vols. Alors l'avion, on revoilà au Grand Palais, encore une fois. Donc évidemment, ce sera le salon de la locomotion aérienne. On passe de la locomotion automobile à la locomotion aérienne. Et donc l'avion est exposé en plein milieu sous les voûtes du Grand Palais. Et cet avion, donc, quand le salon va être terminé, va traverser Paris pour aller là où il est toujours aujourd'hui, au Conservatoire des Arts et Métiers. C'est-à-dire, vous pouvez aller le voir. Bon, il y a le Conservatoire des Arts et Métiers, boulevard Saint-Martin, c'est là Saint-Martin-des-Champs où il a donné la moitié de son Saint-Martin, a donné la moitié de son manteau à un pauvre. Et à cet endroit-là, on a construit une chapelle. Bon, après ça, on a construit le conservatoire autour et dans la chapelle, parce que donc il y a une grande hauteur sur le plafond. L'avion est suspendu, donc je montre des photos, est suspendu au sommet de la chapelle. Donc voilà, donc l'avion qui va traverser Paris pour arriver là-bas. Donc d'autres meetings, donc voilà. On voit les photos de ma grand-mère, et après, donc il va créer Blériot Aéronautique pour vendre ses avions, on va en parler, mais les vendre, voilà, les construire, c'est bien, mais il faut les vendre. Donc il va faire son représentant de commerce, mais c'est pour que ce soit une image parlante, en fait, il va aller faire voler lui-même ses avions dans les différents pays pour montrer que ses avions veulent bien les vendre. Alors ici, il est à Vienne avec François Joseph, c'était donc le mari de Sissi. Voilà, donc il était là en Autriche. Donc là, le voilà en Angleterre, à Biarritz, mais avec le roi d'Angleterre, Édouard VII, donc qui également vient le voir. Le voilà là, alors ça c'est formidable, c'est qu'en 1910, déjà les Chinois se disaient qu'il y avait quelque chose à faire là, et donc la Chine a envoyé une délégation, et voilà, donc là, il est en train d'expliquer, je sais pas, c'était le Lotus Bleu, je crois, un Tintin comme ça, voilà, ça ressemble tout à fait à ça. Bon, là, il est avec le roi d'Espagne. Donc, ceci pour dire qu'il va parcourir l'Europe et faire lui-même voler ses avions pour faire sa pub. Enfin, voilà, et donc il va effectivement vendre beaucoup d'avions. Alors, voilà quelques photos un peu que nous avons dans la famille. Et voilà là, le premier, c'est du service après-vente en fait. C'est le premier catalogue où si vous achetez un avion et que vous cassez une pièce, et ben c'est le catalogue des pièces détachées pour racheter quelque chose si quelque chose se casse. Et donc, deuxième salon, nouveau salon nous revoilà au Grand Palais, et cette fois-ci, bon, il a exposé ses phares, il y a eu l'avion qui s'est trouvé, et là, maintenant, il a toujours le sol Blériot, mais cette fois, il expose ses avions.
Voilà, donc nous revoilà et donc, il dira encore une fois comme on va voir. Donc là, le voilà, donc il expose ses avions en 1910 au salon de la locomotion aérienne et il va donc construire sa première usine à Levallois, route de la Révolte, pour des usines où ils vont commencer à dessiner et à construire les avions. Et voilà voilà, donc comment dire, un petit peu le catalogue d'une pub, alors le monoplan Berriot, sur lequel il écrit toujours les oiseaux n'ont que deux ailes. Alors voilà comment ça se passait, c'est-à-dire que donc on assemblait comme des enfants, les mécanos ou je sais pas quoi, avec des bouts de bois perpendiculaires, on assemblait bien les morceaux de bois. Autour de ces morceaux de bois, on tendait de la toile imperméable pour que ça glisse, que l'air glisse mieux dessus. Et ma grand-mère me raconte, elle me disait des fois le soir, vous voyez les machines à coudre, voilà. Mais le soir, quand c'était pas fini et qu'il fallait livrer un avion, mon grand-père apportait un morceau de tissu et ma grand-mère finissait les ourlets qui n'avaient pas eu le temps d'être faits. Hein. Voilà comment ça se passait. Alors après ça, donc les avions étaient posés sur des petites voitures à cheval et on allait livrer. Alors le fuselage, donc si on remontait les ailes comme ça et le reste de l'avion était au milieu. Donc voilà, donc ça partait en voiture ou ça partait en train. Ou même si on pouvait, si quelqu'un se commandait un avion, on pouvait nous livrer avec la petite voiture Berriot. Donc voilà un petit peu comment, voilà, c'est un cheval qui, quand on faisait il n'y avait pas les terrains d'aviation comme maintenant, hein, donc le cheval tirait l'avion sur l'air, on faisait démarrer, on faisait tourner l'hélice, on démarrait comme ça, on n'appuyait pas sur un bouton, hein, donc on faisait, voilà, et quelquefois, donc j'ai dit qu'il était très catholique, très pratiquant, et donc certains avions, il les faisait baptiser. Alors il va créer, alors que lui, il n'a jamais pris de sa vie une leçon de pilotage, hein. Évidemment, il a vraiment appris comme ça. Donc il va créer la première école de pilotage à Pau, donc en 1910, donc voilà. Et voilà, donc là, il est avec ses parents. Et là, le voilà avec ses élèves en 1910, donc lui, il est au milieu, il est là. Voilà. Et voilà, donc avec ses élèves, parce que donc l'aviation prend beaucoup d'essor. Et il a aussi, donc il s'est dit à la place des roues de bicyclette, on peut peut-être mettre des flotteurs ou je sais pas quoi. Donc il a aussi inventé entre guillemets l'hydroplane et il va avoir le brevet de pilote numéro 1. Donc, de toute l'histoire de l'aviation jusqu'à aujourd'hui, donc il a le brevet de pilote numéro 1. Que voilà, donc qu'il a eu en 1911. L'aéroclub lui a décerné ce brevet en 1911, donc 2 ans après la traversée de la Manche, et alors qu'il n'avait jamais pris de leçons, il a tout appris, et des fois c'est pas mal non plus, hein, il a tout appris comme ça sur le tas. Donc voilà, donc brevet de pilote numéro 1. Et il va également créer, parce qu'il avait ce côté quand même assez visionnaire, le premier parc d'aviation Berriot à Buc, près de Versailles. Voilà. Donc, voilà les avions là. C'était, quand je dis les pilotes du dimanche, c'est pas du tout péjoratif. En fait, c'est comme aujourd'hui, ceux qui vont dans un aéroclub pour voler le dimanche. Donc, ils pouvaient aller, voilà, à l'entrée, c'était magnifique. Il y avait un hôtel, il y avait un restaurant. C'était quelque chose, pour l'époque, c'était très, très, très en avance. Et voilà, donc tous les avions, voilà l'entrée. Alors, qui a disparu, et voilà, aujourd'hui, il reste ça. Voilà. Si on y va, on voit ça. Donc, évidemment, tout ça n'existe plus. Alors, voilà, donc le parc d'aviation moderne à Buc. Et voilà, alors ça, je trouve ça formidable, c'est le petit catalogue des promenades aériennes ou des baptêmes de l'air. Alors, donc, on feuillette et puis on voit si on veut voler par-ci par-là, un quart d'heure, une demi-heure, etc. Donc, c'est le promenade aérienne, Berriot Aéronautique, c'est le premier petit truc de voyage. Alors, là, évidemment, il est célèbre, enfin, voilà, évidemment. Bon, donc, il va y avoir une espèce de, j'ai appelé ça la Berriomania, mais c'est un peu ça. Donc, là, vous avez une jolie dame avec un chapeau en forme d'avion. Là, il est là avec son nez un peu crochu comme ça. Alors là, le nouveau colosse de Rhodes, hein, le colosse de Rhodes, c'est une des 7 merveilles du monde. Hein, il a un pied de chaque côté. Enfin, il avait
un pied de chaque côté dans l'entrée du port de Rhodes. Donc, c'est le nouveau colosse. Il a un pied en France et un pied en Angleterre. Voilà. Donc, ça, c'était une des 7 merveilles du monde. Voilà. Donc, lui, avec un pied en France, un pied en Angleterre. Alors, quelques caricatures assez drôles. Voilà. Donc là, voilà, il vole, on lui a mis des ailes, un drapeau, il traverse la Manche en volant lui-même. Alors, ça, c'est très drôle. C'est un journal satirique et c'est Napoléon qui se lamente, qui est disant ah, tu es venu trop tard, si tu étais venu plus tôt, moi j'aurais envahi, plutôt qu'avec mon petit bateau, voilà, ici, j'aurais envahi plus facilement l'Angleterre. Alors ça, c'est drôle aussi. Bon, il est là, il voudrait avec son bouquet de fleurs, il voudrait un Blériot pour aller plus vite, offrir ses fleurs à sa bien-aimée, enfin voilà. Alors, ça va aller assez vite après, assez vite, relativement vite, parce qu'en fait, il y a 3 grandes mers ou océans à traverser, la Manche, la Méditerranée, l'océan Atlantique. Donc, en 1909, c'est la Manche, et en 1913, 4 ans après, donc Roland Garros va traverser la Méditerranée. Il va décoller de Fréjus pour atterrir à Bizerte. Voilà, et donc lui, il va faire à 37 minutes, et pour faire 30 et quelques kilomètres, et Roland Garros va voler 7h53 minutes pour faire 780 kilomètres, sur un monoplan également, Morane-Saulnier. Donc, c'est la deuxième traversée, il en restera encore une, on en parlera, Hollenberg va traverser l'Atlantique. Alors, en 1914 va arriver la guerre, et donc les SPAD, ces avions sur lesquels ont volé ce qu'on appelle les As, Guilmer, Fonck, voilà, l'escadrille des Cigognes vont donc voler sur SPAD. Et donc les SPAD vont être construits dans les usines Blériot à Suresnes. Alors voilà, donc le gouvernement français va lui donner un énorme terrain de 2350 mètres carrés sur lequel on va construire un énorme hangar, que voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez Blériot aéronautique là, et là, vous avez la Seine. Voilà, donc les avions construits là traversent la Seine en bateau et décollent de l'autre côté. Alors, c'est l'hippodrome, je ne sais jamais si c'est Longchamp ou Auteuil, mais un des deux, qui est de l'autre côté de la Seine. Donc, voilà, donc c'est là. Alors, voilà, vous avez donc le bureau d'études avec, voilà, mon grand-père dans son petit bureau avec son chapeau. Et voilà, les carcasses. Oui, les carcasses des SPAD qui vont être construits sous ce hangar qu'on a vu. Donc, 3484 SPAD vont être construits entre 1915 et 1918, c'est-à-dire qu'un appareil va sortir toutes les 5 minutes. SPAD, alors, mon grand-père avait un fabricant d'avions qui s'appelait Armand Desperdussin, qui a fait faillite. Et mon grand-père a racheté les usines Desperdussin. Et donc, les avions que Desperdussin produisait, c'était SPAD, c'était Société par Armand Desperdussin. Donc, l'acronyme était déjà SPAD. Donc, il a gardé l'acronyme, qui n'est pas de lui, et pour garder les mêmes initiales, il a la Société pour l'aviation et ses dérivés, pour retrouver les quatre lettres. Voilà, donc, on est compte, voilà, sur l'autre, comme ça, les SPAD dans le hangar. Alors ça, c'est le papier à lettres de l'usine, qui est du papier Bible, c'est absolument extraordinaire, très très fin. Et cette lettre, je l'ai retrouvée quand ma mère est morte en 1999 et que j'ai sorti ces papiers, j'ai trouvé en 1999. Et ça a été écrit en 1914. J'ai trouvé dans ces papiers, je ne savais même pas, cette lettre pliée en 8. Voilà. Donc, c'est une lettre que mon grand-père avait écrit à ses enfants pendant la guerre, puisque lui était resté à Paris, bien sûr, pour diriger l'usine. Et ma grand-mère et les 5 enfants, puisque le dernier donc, est né en 18. Donc, ma grand-mère et les 5 enfants sont partis pour Bagnères de Bigorre. Et donc, là, il écrit une lettre à ses enfants en leur disant « Soyez sages, etc. » Et il met dans cette lettre un billet de 100 francs. Et il dit à ses enfants, donc en 1914, ma mère avait 11 ans, et voilà, donc c'était quand même des enfants petits, très jeunes. Et donc il met ce billet en disant, voilà, vous avez c'est la guerre, essayez, voyez si vous pouvez faire du bien, soulager des malheureux, etc. Et quand vous aurez plus d'argent, vous me dites, et je vais vous envoyer donc cette lettre, je l'ai, et il signe, à la fin, il signe votre père qui vous aime, et il signe Blériot, il signe pas papa. Alors, donc, en 1918, va arriver l'armistice. Bon, magnifique, la guerre se termine, mon Dieu, tant mieux. Mais mon grand-père, qui était très, très paternaliste, il s'est dit, il faut que je trouve du boulot pour me rappeler. Alors, ces ingénieurs qui ont, je ne dis pas 1000 par jour, mais presque, donc il s'est dit, il faut que j'invente quelque chose. Donc,
il va inventer l'hydroglisseur, c'est-à-dire qu'il va mettre une hélice d'avion sur un bateau, en se disant c'est l'ancêtre du LGV, etc. Et il a appelé ça le PNIDRE. Alors, le PNIDRE, c'est encore un mot fabriqué, pneu, ça vient de pneumo, le souffle, les poumons, pneu, et hydre, c'est l'eau. Donc, il a appelé ça le PNIDRE, PNYDRE. Donc, voilà, c'est une de ses. Il a dessiné des meubles. Alors, ces meubles sont quand même très modernes pour l'époque, parce que si vous allez chez les meubles en tech aujourd'hui, c'est quand même très moderne. Et il n'a pas oublié, il va revenir à ses anciennes amours du gaz à acétylène et il va fabriquer un projecteur chauffant pour que le vernis à ongles de ces lames sèche plus vite. Donc voilà, donc il y a le projecteur, le sèche-vernis, Blériot, il a fabriqué des avions. Hein. Et il va également donc inventer l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le char à voile, qu'il a lui inventé sous le nom d'aéroplage. Donc c'est pareil, voilà. Donc le voilà à Ardelot, où il avait une maison à ce moment-là, et donc il a inventé l'aéroplage. Donc le voilà, il est là. Voilà ma grand-mère. Voilà, là c'est ma mère, et voilà, donc il a inventé cet engin qui était encore rudimentaire par rapport à ce que c'est aujourd'hui, mais enfin c'est lui, et si vous allez sur la côte d'Opale ou Touquet, où je vois il y a des clubs pour faire du char à voile, et très souvent ça s'appelle le club Bergiot, voilà. Donc, et nous revoilà pour la dernière fois au Grand Palais, parce que cette fois-ci, il va exposer ses aéroplages. Voilà, après avoir exposé ses phares, l'avion, ses avions, il expose ses aéroplages. Donc en 1913, toujours le salon de la locomotion aérienne, donc voilà, donc il expose ses. Alors, qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va construire des motos. Alors évidemment, la moto Blériot, elle ne roule pas, elle vole, bien entendu. Donc voilà, donc il expose, il dessine Blériot aéronautique, donc il va fabriquer des motos. Il va fabriquer des sidecars, donc vous avez ici, donc il y en a une en 1920, le rallye Paris-Nice va être gagné par un sidecar Blériot. Et il va construire des petites voitures. Donc, ils s'appellent des whippets. Alors, c'était dans une usine en Angleterre. Alors, les whippets, c'est des petits lévriers anglais qui sont petits, mais qui courent très vite. Il y a des courses de whippets en Angleterre. Donc, il va appeler ça une whippet, donc, qui va remporter. Les rallyes, c'est tout petit, mais c'est grand. C'est 2 tables. Hein. Je suis montée, moi, une fois dedans. C'est joli comme tout. Voilà, ça ressemble. Voilà. Donc, c'est une whippet qui a été exposée en 2009 pour le centenaire de la traversée de la Manche à Cambrai. Elle était exposée. C'est tout petit, mais c'est très joli. Alors, ce qu'on sait moins, c'est qu'il a inventé, alors ils ont les disparus, mais il a inventé la publicité aérienne. Alors moi qui habite le Midi, pas moi maintenant, mais sur la plage, on va passer des avions Carrefour, Auchan, Monoprix, etc., qui tirent une banderole. Ben, en fait, c'est lui, il a déposé le brevet en 1927, il a déposé le brevet de la publicité aérienne. Voilà. Donc c'est lui qui a eu cette idée brillante. Et donc là, en 1927, voilà, un beau soir, parce qu'en fait, il s'est dirigé, il était un petit peu perdu, et il s'est dirigé sur les phares de la Tour Eiffel, Lindbergh, quand il est arrivé. Donc voilà, donc un beau soir, un bel avion qui se pose, il n'y avait personne sur l'aéroport du Bourget, il y avait juste un mécanicien qui était là, et qui a pu arriver cet avion avec le Spirit of Saint-Louis, voilà Lindbergh qui descend de l'avion et qui donc va faire 5800 km en 33 heures, voler tout seul. Donc, et qu'est-ce que Lindbergh arrive et on lui demande qu'est-ce qui vous fait plaisir, et il demande à rencontrer mon grand-père en disant qu'il lui doit tout entre guillemets, c'est-à-dire que si mon grand-père n'avait pas défriché la chose, s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, Lindbergh n'aurait pas fait ce qu'il avait fait. Donc, il demande à le rencontrer. Donc, l'Aéroclub de France a organisé un banquet, un grand déjeuner, voilà, en leur honneur à tous les deux. Donc, les voilà tous les deux. Voilà mon grand-père en train d'embrasser Lindbergh sur le balcon de l'Aéroclub de France. Et alors, voilà, ça, c'est une photo magnifique. Donc, vous avez, donc ici, mon grand-père, ici, Simone, donc la fille aînée, Ginette, ma mère, Nelly, la troisième fille, donc les 3 filles, ma grand-mère, Lindbergh et Jean Blériot, voilà, qui donc avait 9 ans, donc puisqu'il est né en 18, et aussi habillé en petit costume de marin. Et ici, vous avez Fontaine, voilà, qui avait été aussi invité à ces déjeuners. C'était lui qui avait
le drapeau sur les falaises de Doubs. Voilà, donc c'est la photo de ce déjeuner. Et voilà le menu. Alors, ils ont bien déjeuné. Donc, le menu de ce déjeuner, dans Miss Lunette Dario, c'est ma mère qui n'était pas encore mariée à ce moment-là, donc Dario Lindbergh, donc le menu de ma mère, voilà, avec bon, tous les personnalités importantes de l'époque qui ont. Alors, j'ai apporté, j'ai fait une photocopie, si ça vous amuse de le voir, j'ai bien apporté une photocopie. Voilà, donc ça tournait en 1927. Et en 1929, donc c'est le 20e anniversaire de la traversée de la Manche. Donc mon grand-père est toujours vivant, il va mourir 7 ans après, il va mourir en 1936. Donc ils vont aller, voilà, avec ma grand-mère toute souriante. Donc ils vont aller, on retrouve le monument qu'on a vu tout à l'heure pour fêter les 20 ans. Et ça, donc il a été, c'est la Légion d'honneur. Et en fait, le 21 juillet, le 25 juillet, par contre, 1929, il aura été commandeur de la Légion d'honneur. Donc, il a été chevalier en 1909, officier en 22 et commandeur en 1929. Et il est commandeur pourquoi? Parce qu'il est ingénieur et pilote. Voilà, c'est des archives de la Légion d'honneur. Alors là, on est en 1934, il est toujours vivant, 2 ans avant sa mort, donc c'est le 25e anniversaire. Donc, il est là. Voilà, il est là. Alors là, c'est Lord Northcliffe. Et Lord Northcliffe, on en a parlé tout à l'heure, c'était le propriétaire du Daily Mail. Donc, qui est venu, qui est quand même à l'origine de la traversée de la Manche et tout ça. Donc, qui fait un discours, voilà, Lord Northcliffe, alors Albert Lebrun qui est là, qui était le président de la République, et mon grand-père avec son discours dans les mains. Voilà, donc on est là, et voilà. Donc, c'est une jolie photo aussi de la même époque. Et ça, c'est une photo avec les 3 Louis. Parce que dans la famille, et c'est encore le cas aujourd'hui, le fils aîné s'appelle toujours Louis. Alors là, vous avez donc le grand-père ici au milieu. Donc lui, c'était Louis-Charles Joseph. Là, son père, Louis-Charles Pierre-Alexandre, et son fils qui va mourir. Donc Louis-Charles Jean, qui va mourir en 29, qui était le fils aîné, qui aurait peut-être repris un petit peu la suite, et qui va mourir d'une crise d'appendicite. Il avait une propriété en Sologne, il a eu une crise d'appendicite là-bas, il est temps de rentrer à Paris, il va avoir une péritonite et il va mourir donc en 1929, ce qui a été vraiment un très grand drame. Alors voilà, donc c'était après ça la fin de vie entre guillemets de mon grand-père. Donc il avait cette propriété magnifique en Sologne avec son chien, et ce qu'il aimait, il aimait beaucoup mieux ça qu'aller faire des discours. Il faisait des grandes balades en forêt avec son chien, voilà, sur le perron de la maison. Clément, tu te souviens, je pense, voilà. Donc voilà la propriété avec une petite chapelle. Voilà, donc vous voyez, il y a une petite chapelle, et donc la propriété avec beaucoup de forêts autour. Alors, je vous ai parlé d'Argelot, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, sur la côte d'Opale, c'est à côté du quai. Donc, il avait aussi une maison là, qu'il avait appelée Scopette, en souvenir du bateau. Voilà, et c'est sur cette plage d'Argelot, voilà, donc il avait mis un hangar, il faisait des essais aussi de, pas décoller, mais enfin, il faisait tourner ses avions sur la plage d'Argelot. Alors voilà des photos, c'est un peu genre parcours, enfin des photos, voilà, un an, voilà, donc, ma grand-mère et mon grand-père en 1935. Le voilà ici, donc, dans son bureau, à l'extrême fin de sa vie, et il va donc mourir le 1er août 1936. Alors, il a eu il n'y a jamais eu de choses graves, mais il est tombé un nombre incalculable de fois. Chaque fois, il s'est fait mal. Donc, une fois à Constantinople, une chute d'assez haut, il a eu un bout de bois qui a frôlé le cœur, et on avait toujours dit que sur le moment il ne s'était rien passé de grave, mais que c'était quand même quelque chose qui risquait un jour ou l'autre d'être un problème. Et il se lève le 1er août 1936, il se lève, il va dans la salle de bain, ma grand-mère entend un grand pouf, il était mort. Alors, je ne sais pas s'il y a des morts qui sont belles, mais je vais dire, quelque part, c'est une même mort. Donc, voilà, donc il a une crise cardiaque, son cœur s'est arrêté. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, il est mort. Il y a une plaque aujourd'hui. Boulevard, vous voyez l'Assemblée nationale. Et le boulevard Saint-Germain et la Seine, et il y a un immeuble avec une coupole, là, qui fait qu'il y a un côté Seine et un côté boulevard Saint-Germain. Donc, il habitait là-haut, au dernier étage, et on a mis donc une plaque maintenant en disant qu'il avait habité là. Donc, il y a des funérailles nationales. Donc, voilà le cercueil sur une prolonge d'artillerie qui traverse le pont.
l'enterrement, c'est dans la cour des Invalides, à Saint-Louis des Invalides, voilà, donc le cercueil avec les obsèques nationales qui rentrent dans la cour de Saint-Louis des Invalides. Et il est enterré à Versailles, au cimetière des Gonards, donc voilà la tombe. Donc il y a mon grand-père, ma grand-mère, aussi ma mère, enfin c'est une tombe assez familiale, voilà. Et donc, on va faire, ma grand-mère va être faite citoyenne d'honneur, on va débaptiser les baraques qu'on va appeler Blériot-Plage, parce qu'il n'avait jamais voulu son vivant, c'était toujours opposé à ça, qu'on donne son nom à un lieu. Alors voilà, Blériot-Plage, c'est une petite station sur les bords sur la Manche, et on va donc, la fameuse usine de Suresnes, qu'on avait construite en 14, on va la démolir. Donc voilà le hangar qu'on a vu, dans lequel on a vu tous les spas. Donc on va casser, on va démolir l'usine de Suresnes et on va donner les locaux à Marcel Dassault, Marcel Bloch. Donc l'État va lui donner les parts et va lui donner les locaux. Donc il va créer plusieurs sociétés successives. Il va commencer par la SN Caso, donc Société nationale de construction aéronautique du Sud-Ouest. Alors Dassault, vous savez pourquoi c'est Dassault? En fait, il s'appelle Marcel Bloch, il s'appelait Marcel Bloch, et en fait, c'était un grand résistant, donc il était juif, et il a été un résistant formidable. Et évidemment, il ne pas s'appeler Bloch pendant la guerre. Et comme depuis sa jeunesse, il était très tout fou, enfin, il était très comme ça, comme un char d'assaut. Et c'est pour ça qu'il a pris le nom de Dassault. Et c'est comme ça qu'on connaît son nom de Dassault, mais en fait, donc, il s'appelle Marcel Bloch, mais il est venu de là, son nom de Dassault. Alors après alors, donc, la SN Caso, et vous remarquez qu'on a toujours laissé, il y a toujours quand même le respect qui est dû à grand-père. Donc voilà, il y a toujours Blériot Aéronautique là. Alors, Sud Aviation, c'est Caravelle. Alors, Caravelle n'a évidemment pas été construite là, mais elle a été dessinée là, elle a été conçue dans des laboratoires là. Après ça, donc ça a été l'aérospatiale qui maintenant, c'est à l'INSP, ça a beaucoup changé maintenant, mais ça a été transporté dans le Midi. Voilà, donc toujours maintenant c'est là en 1970 aérospatiale, donc on laisse toujours, il y a toujours Blériot Aéronautique ici. Alors voilà une photo. Donc, c'était été prise par ton père, Clément. Donc, c'est mon cousin, lui, qui a donc rassemblé les trois choses les plus emblématiques de mon grand-père, c'est-à-dire une moto Blériot, un Blériot 11, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a un seul qui a traversé la Manche, mais on en a construit beaucoup après, et une whippette. Voilà, donc mon cousin qui a écrit un livre qui nous a quittés il y a peu, qui a écrit deux livres même, donc à rassembler ces trois choses de mon grand-père. Alors, mon grand-père est mort, donc ma grand-mère va continuer à mettre son mari en valeur. C'est le 30e anniversaire de la traversée de la Manche, donc là, elle est seule et elle va pour le 30e anniversaire en Angleterre. Et voilà, donc en 1959, il y a eu des fêtes absolument magnifiques parce que donc ma grand-mère était encore vivante. Et le maire de Calais, qui s'appelait Jacques Vendroux, sa femme, était la sœur du général de Gaulle. Donc, les fêtes, elles ont été absolument extraordinaires en 59. Donc, voilà, ma grand-mère, là, c'est moi. Donc, j'avais 16 ans. Elle est en train de m'expliquer, je ne sais pas quoi, comment marche un avion. Donc, voilà, ma grand-mère. On a inauguré un lycée Blériot. Enfin, ça a été vraiment de très belles. Bon, j'arrête, mais vous voyez que donc on a composé, un musicien a composé en son honneur une marche qu'elle est d'ouvre. Et voilà, donc le Blériot 11 de la traversée de la Manche qui est exposé, ça c'est aujourd'hui, hein, vous pouvez y aller demain. Voilà, donc il est suspendu au plafond de la chapelle du Conservatoire des Arts et Métiers. Donc voilà, et quand je fais les enfants, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne dis pas que je retienne que ça, mais les roues de vélo, et des fois la maîtresse le lendemain leur fait dessiner machin, et ils dessinent tous les roues de vélo. Voilà, c'est très impressionnant. Donc voilà, donc il est suspendu là-haut. Alors en 2009, donc c'est le centenaire, ma grand-mère n'est plus là, les enfants ne sont plus là, nous, il reste encore nous les petits-enfants, et donc les Anglais ont rénové, nettoyé, etc.
le bâtiment. Et donc, voilà, on a été. Alors là, il y avait un drapeau français et un drapeau anglais qui recouvraient le monument quand nous sommes arrivés. Donc, il y a eu aussi des fêtes magnifiques. Et voilà. Donc, tout à l'heure, on l'a vu au-dessus de la tête de ma grand-mère. Voilà l'hélice, voilà, qui a été cassée là. Voilà, donc la fameuse hélice que grand-père a cassée en atterrissant. Et voilà ce qui se trouve à la croisée, pas du transept, mais à la croisée à l'angle des ailes et du fuselage, avec donc, après la première traversée de la Manche, le Blériot a atterri à cet endroit. Alors, donc, le 25 juillet 2009, il y a une famille qui s'appelle la famille Salis, qui est une famille dans l'aérodrome à La Ferté-Alais, mais c'est ça. Et c'est une famille qui s'occupe de restaurer, s'occupe d'avions anciens, peut-être ça vous dit quelque chose. Donc, le plus jeune de la famille Salis, qui s'appelait Edmond, voilà, a traversé la Manche à la même heure, est parti à la même heure, etc. Donc, ça a été un peu compliqué parce qu'il faisait pas très beau, il y avait un peu de vent et ça, et nous, on était tous dans un ferry qui travaille, voilà. Et donc, il est arrivé et il a mis 7 minutes de plus que ce qu'avait mis grand-père pour traverser la Manche. Donc, le voilà là, avec son avion, et voilà. Voilà. Alors, alors après ça, bon, il va y avoir une femme quand même qui va traverser la première femme qui va traverser la Manche sur un Blériot 11, une ravissante jeune femme qui s'appelait Harriet Quimby, que voilà, et qui a traversé la Manche le 15 avril 1912, c'est le jour du naufrage du Titanic. Donc, évidemment, on a beaucoup plus, parce qu'on parlait du naufrage du Titanic que de cette première traversée de la Manche. Alors, après ça, la deuxième traversée, bon, il faut toujours mieux être le premier, non, être le deuxième, c'est pas si mal non plus. Donc, c'est Jacques de Lesseps, qui est le fils de Ferdinand Lesseps, celui du canal de Suez. Donc, il va atterrir beaucoup mieux. Voilà, il va tout bien atterrir. Donc, voilà, il est là. Donc, ça sera la deuxième traversée. Et là, on a la première aller-retour. Et en fait, le premier aller-retour, c'est M. Ross, de Rolls-Royce. Donc, c'est M. Ross qui va faire le premier aller-retour. Il va aller à Douvres, il va revenir. Voilà, donc ce sera le premier aller-retour. Alors là, c'est donc ton père, Clément, donc mon cousin lui, qui a voulu renouveler l'exploit de notre grand-père. Donc en 1998, il a voulu traverser la Manche et malheureusement, le pauvre n'est pas arrivé. Donc voilà, c'était des articles, la difficile succession de Blériot, beaucoup moins bien que la première fois. Voilà, donc il a passé son brevet de pilote, etc. Puis malheureusement, il n'est pas arrivé jusqu'en Angleterre. Alors là, je vous ai mis les 3 avions, les 3 traversées, pour qu'on voit finalement que les motos, on va plus vite, on va tout ça, mais que finalement, le petit Blériot 11 de départ, eh ben, il ne fait pas si démodé que ça, à côté du Spirit of Saint-Louis et du Morane-Saulnier de Roland-Garros. Finalement, ça reste, alors effectivement, c'est quand même le monoplan qui reste, voilà. Alors, ça, c'est quand même extraordinaire. Nous sommes le 20 juillet 69, 60 ans. Pratiquement 60 ans, jour pour jour, après la traversée de la Manche, on marche sur la Lune. Donc, 60 ans. 60 ans, c'est rien. Je veux dire, c'est moins qu'une vie, d'homme. Hein. Donc, voilà, donc le 20 juillet 69, donc, les astronautes se posent sur la Lune. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, quand c'est pour rapprocher ça, quand mon grand-père est arrivé à la gare du Nord et que les Parisiens étaient, voilà. Donc, voilà. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en 2015, on arrive à la fin. En 2015, un petit avion électrique va traverser la Manche, construit par Airbus, va partir d'Angleterre pour atterrir en France. Et qu'est-ce qu'on a mis sur le tarmac de l'aéroport de Calais? On a mis un petit Blériot 11 pour accueillir le petit avion ici, le petit avion électrique. Alors ça, c'est une voiture volante. On a fait traverser la Manche à une voiture, on a surnommé Pégase. Alors ça, on s'en souvient, c'est il n'y a pas très longtemps, hein, en 2019, ce Franck Zappa, là, il n'a pas réussi le 25 juillet, il avait choisi cette date en hommage à mon grand-père, donc il n'a pas réussi, il n'est pas arrivé jusqu'en Angleterre, il a réussi 3 jours après, je crois, ou 4 jours après. Donc voilà encore une traversée de la Manche dont on se souvient. Et voilà, on arrive à la fin, et c'est donc le 25, le salon du Bourget en juin 69. Et je m'en souviens très bien, Concorde 001, le premier Concorde qui n'avait jamais quitté Toulouse, André Turca,
je pense que ça parle peut-être à certains d'entre vous, puis a piloté le Concorde 001 de Toulouse et est allé se poser au Salon du Bourget. Donc c'était, les Parisiens n'avaient pas vu Concorde, enfin c'était, donc voilà Concorde. Voilà, donc Concorde. Et qu'est-ce qu'on a mis encore une fois à côté de Concorde? Le petit Blériot 11 qui finalement, alors évidemment, c'est incomparable, mais enfin si vous voulez, la conception générale reste à peu près la même. Voilà, donc c'était un bel Concorde s'est posé à côté du petit Blériot 11. Voilà, merci infiniment. Ça vous a intéressé, je reste très, enfin, j'essaye de faire revivre, voilà, de faire revivre le personnage, de faire revivre ce qu'il a fait avec ses hauts, ses bas, etc. Enfin, voilà, c'est une magnifique aventure. Voilà, je disais toujours aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Et en fait, bon, moi, je suis très fascinée, j'ai suivi pour des blogs, je me suis mis sur le site et tout, et je me dis que finalement, bon, il y a les instruments, il y a tout ça, mais quelque part, il est quand même tout seul dans les 70e, hurlant, rugissant et tout ce que vous voulez. Et bon, même s'il sait qu'il peut, vous savez, ce fameux point Nemo, là, qui est le point où la navette spatiale est à 400 km, elle est plus près, là-haut, à 400 km, ils sont plus près que la première Terre. Le point Nemo, on l'a beaucoup vu quand il y a eu la cartographie du Vendée Globe pour ceux qui ont suivi. Bon, donc, je veux dire, ils sont quand même très seuls. Bon, évidemment, grand-père avait rien, il y avait une boussole, il ne savait pas nager, il avait 17 litres d'essence, il n'y avait rien, quoi. Bon, alors, eux, ils sont. Mais l'homme, il est quand même tout seul. Là, dans son gros bateau, il est avec des. Ben, voilà, donc je sais pas, alors évidemment, on ira sur Mars peut-être, on sera peut-être plus là pour le voir, je sais pas quoi, il reste encore plein de choses à découvrir. Mais je me dis toujours que l'homme, enfin l'être humain, l'homme avec son cerveau, je parle pas d'intelligence artificielle là, mais l'homme avec son cerveau d'homme, avec ses doigts, ses mains d'homme, il faut qu'il réussisse à tenir en main, que ce soit un avion, un bateau, peu importe, et qu'il est maître. Il est quand même totalement maître de son destin, maître des éléments, maître de tout. Voilà. Bon, le progrès, c'est formidable, c'est pas du tout. Mais je veux dire, c'est vrai que des aventures comme celle-là, je ne sais pas, toujours aujourd'hui, je me dis, je pense au Vendée Globe, mais je ne vois pas l'équivalent. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. Enfin, voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, tout d'abord, merci pour la conférence. Merci de perpétuer l'héritage aéronautique de votre grand-père, parce que c'est très inspirant pour des gens comme nous qui sont étudiants, ingénieurs aéronautiques, et pour la plupart aspirants pilotes de ligne ou autre. Mais ma question, c'est qu'il était très à risque, il prenait beaucoup de risques. Et est-ce que vos grands-parents étaient protecteurs avec vous, donc leurs enfants et leurs petits-enfants? Ben, leurs petits-enfants, leurs petits-enfants, mon grand-père, il a dû connaître 2 ou 3 de ses petits-enfants, mais très petits, il est mort en 36, donc moi je suis née déjà en 43, il y avait peut-être 2 ou 3 de mes cousins qui étaient, que mon grand-père a connus, donc ma grand-mère, oui. Alors, ma mère m'a toujours dit que très protecteur, oui, protecteur, certainement, bien sûr, protecteur. Mais je veux dire, c'était pas un père, que je disais, il n'allait pas le soir leur raconter des petites histoires, les border dans leur lit, etc. Mais ma mère m'a toujours parlé d'un père très aimant, très solide, très présent quand même. Mais une présence, sa présence à lui, c'était une présence peut-être différente. Mais oui, protecteur, certainement, parce que ça a été un couple formidable. Ils ont passé par des moments qui n'ont pas dû être. En plus de ça, il ne devait pas être facile à vivre tous les jours. Hein, bon, je l'ai pas connu, mais enfin, c'était certainement pas facile d'être sa femme. Bon, quand il rentrait le soir, après avoir encore une fois cassé un avion, qu'il y avait les enfants à la maison, machin, tout ça, ça ne devait pas être. Et ma grand-mère a toujours, elle avait une confiance, une admiration qu'elle a gardée bien encore après sa mort, etc. Donc, oui, c'était un couple formidable et certainement un père formidable. Oui, certainement.
Et ma question plus clairement, c'était est-ce qu'il aurait empêché ses petits-enfants ou ses enfants de prendre les mêmes risques que lui aéronautiquement? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, je peux pas vous répondre, j'ai pas vécu, enfin j'ai pas d'exemple précis, mais je pense qu'il, enfin, je pense qu'il n'aurait pas empêché. Je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il n'aurait pas empêché. Je pense qu'il n'aurait pas empêché. Parce qu'il a été, lui, tellement, il a tellement de cœur, tellement d'énergie, etc. Puis surtout ce côté, quand je dis têtu, mais têtu dans le bon sens du terme, que je pense qu'il n'aurait pas empêché Louis, que le fils Louis qui est mort, aurait dû reprendre la suite. Mais de toute façon, il y avait moins de risques à prendre. Et les risques, c'est lui qui les a pris et tous les fous, entre guillemets, de cette époque. Hein, qui ont pris des risques. Alors évidemment, maintenant on prend un avion, on prend un risque, mais on prend sa voiture, on prend un risque, on traverse la rue, on prend un risque. Je veux dire, bon, le risque, il est dans notre vie quotidienne à tous, hein, voilà. Donc, des risques équivalents aux risques qu'il a connus lui, bon, il y en avait moins à prendre, et je pense qu'il n'aurait pas empêché. Voilà, je peux vous répondre, mais j'ai pas vécu, j'ai pas posé cette question à ma mère non plus, mais je pense qu'il n'aurait pas empêché parce que ma mère me racontait, elle a fait, bon, comment il s'appelle, Pégou, Charles Pégou, je sais pas si ça parle à certains d'entre vous, c'est l'inventeur du parachute, il a fait le premier saut en parachute sur Aberrio, et ma mère me racontait que jeune, hein, elle n'était pas bébé, mais enfin jeune, elle a fait des loopings, parce que c'est l'inventeur du looping, Pégou, la tête en bas, c'est pour ça qu'il a la casquette à l'envers parce qu'il ne fallait pas que la casquette s'envole, etc. Et donc ma mère, enfant, montait avec Pégou dans l'avion pour faire des loopings. Donc, et mon père n'a pas dit non, non, mon grand-père n'a pas dit non, non, je ne veux pas, c'est pas raisonnable. Non, je pense pas. Je pense que c'était un homme ouvert à tout, enfin, ouvert à toute la nouveauté, la modernité, etc. Il aurait même peut-être été très fier. Hein. Voilà, je ne peux pas répondre mieux. Pas mieux, c'est pas que je réponds bien, mais je peux répondre plus. Merci infiniment, Nicole, pour votre présence. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Moi, j'ai juste noté qu'en Italie, il y avait Léonard de Vinci, qui était aussi un grand inventeur, un grand ingénieur. Et puis, en France, on a le Librario, qui aussi à son image. En tout cas, je voulais vous remercier. Je ne sais pas si Madame Abchat souhaitait mettre un petit mot sur la fin. Parfait. Voilà. Merci à tous. Et puis... Merci infiniment. J'espère que je vous ai donné une petite belle aventure.